Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je me présente comme à l'habitude. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Alors, ce soir, on va aborder l'étude d'un phénomène. Ce phénomène-là, je crois que c'est très peu connu auprès des Québécoises et des Québécois, malgré qu'il s'agisse d'un sujet qui est particulièrement inquiétant. C'est-à-dire l'existence de la détention provisoire au Québec. Bref, notre société de droit québécoise doit respecter un certain nombre d'obligations fondamentales qui concernent nos droits civils et politiques, les droits des citoyens en tant que tels. Donc, selon l'article 4 du pacte, il est possible de violer certaines obligations prévues au pacte, mais seulement dans le cas où un danger exceptionnel menacerait la population québécoise. Par contre, dans cet engagement signé, l'État québécois n'est pas autorisé à violer certains articles précis, notamment les articles 7 et 16 qu'on va regarder ce soir. Donc, dans son article du 18 février, Radio-Canada mentionne une augmentation récente des urgences qui nécessitent une intervention immédiate. Donc, qu'on appelle dans le langage DPGien un code 1. Donc, après que les signalements ont été retenus, ils sont codés, soit 1, 2, 3. Donc, un code 1 requiert une mesure immédiate. Donc, la mesure immédiate, c'est notre question du jour, en fait. C'est une détention provisoire d'un enfant. Et les chiffres sur ce nombre de détentions-là n'est pas publié dans les rapports, dans les bilans des DPJ, ni dans les rapports statistiques AS 480. Donc, si on se pose une question qui peut être litigieuse à cet égard, une fille au début de la vingtaine, une jeune femme au début de la vingtaine est-elle pleinement et entièrement apte à porter un jugement de valeur sur un parent qui peut avoir peut-être 2 fois son âge? Est-ce que c'est une valeur fiable de prendre une décision aussi grave que la mesure de protection immédiate, c'est-à-dire se saisir de l'enfant temporairement, pour un motif qui peut être arbitraire et qui, en fait, n'est pas choisi par l'intervenante à l'orientation des mesures. C'est un code qui a été donné a priori sans avoir étudié la chose profondément par les intervenants à l'évaluation des signalements. Donc, penchons-nous maintenant sur le droit international de cette chose. En principe, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et en vertu de ce principe, ils produisent leur propre droit interne, comme on l'a dit, le droit positif la semaine passée, donc le droit positif interne, pour assurer notamment le développement économique, social et culturel. Néanmoins, le Canada et le Québec se sont engagés dans un pacte international sur les droits civils et politiques en 1976, donc 3 ans avant la création de la DPJ. Selon l'article inviolable numéro 16, chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu, même au tribunal de la Chambre de la jeunesse, de sa personnalité juridique. Donc, je reviens ici un peu sur ce qu'on a parlé la semaine passée. Donc, les propos inacceptables du nouveau conseiller spécial en droit de la famille, même si j'estime beaucoup M. Alain Roy, qui a répondu sur son groupe Facebook, il y a exactement 2 semaines, que les parents biologiques n'ont pas de droits au Québec, mais seulement des responsabilités. Cette triste allégation nous a introduit au besoin imminent de revoir nos droits constitutionnels de sécurité juridique. Donc, on a conclu la semaine passée qu'il était nécessaire de revoir notre sécurité juridique puisque les parents face à la DPJ n'ont aucun moyen de défense actuellement.
Donc, on a expliqué tout ça en détail dans le chapitre 12 de Magistrature ou dictature. Donc, par définition, toute personne vivante a une personnalité juridique. Donc, c'est ce qu'on dit dans l'article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Notre premier article de notre Code civil dit que tout être humain possède la personnalité juridique et par conséquent, il a la pleine jouissance de ses droits civils. De plus, notre Code civil définit clairement les droits des parents d'assurer la surveillance de leurs enfants et le droit de décider pour leurs enfants mineurs de moins de 14 ans. Et j'aimerais préciser que cette affirmation du conseiller spécial engagé par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, serait en soi une vulgaire violation d'un engagement inviolable par Québec, parce que la province de Québec a signé le pacte international, et ce pacte nous dit à l'article 16 que chacun a droit à la personnalité juridique. Et cet article fait partie des articles qui sont inviolables. Maintenant, penchons-nous sur le contenu d'un autre article inviolable du pacte qui est l'article numéro 7. Donc, l'article 7 oblige le Québec à ne commettre aucun acte administratif qui représente un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Prenons acte de certains faits véritables. Nous vous présentons un témoignage assez triste, merci, qui nous a été transmis dans un formulaire numéro 2. Et ajoutons que nous avons eu une communication téléphonique avec le témoin qui a rempli le formulaire numéro 2. On va appeler ce papa Joseph. Dans son enfance, Joseph a été pris en charge par la DPJ. Joseph a été placé en famille d'accueil alors qu'il débutait ses études au niveau primaire. Alors, c'était un jeune enfant. Dans sa vie d'adulte, Joseph était sur le point de devenir papa. Mais la DPJ est intervenue par surprise à l'hôpital 1 heure après l'accouchement de sa conjointe. Ouvrons maintenant une petite parenthèse ici pour vous rappeler qu'il existe maintenant des alertes bébés dans l'agenda de la DPJ. Nous avons expliqué que cet état de choses vise souvent les personnes qui sont d'ex-enfants de la DPJ, puisque ça fait 40 ans que la DPJ existe, on en est rendu à la 2e génération. Donc les enfants de la DPJ, première génération, sont souvent visés. Donc le personnel de l'hôpital contacte la DPJ et la DPJ arrive immédiatement après la naissance du bébé. Dans le cas du bébé de Joseph, lorsque la DPJ est arrivée à l'hôpital, le papa a été avisé qu'il n'avait plus le droit de se présenter à l'hôpital et que les contacts avec son bébé lui étaient interdits. Joseph nous a confié que la DPJ n'avait ni rencontré sa conjointe avant l'intervention, ni visité la maison des jeunes parents qui étaient prêtes à recevoir leur nouveau-né. Les motifs pour saisir le bébé, pour se saisir du bébé par une détention immédiate, sont fondés sur un risque sérieux de négligence d'une part et un risque sérieux d'abus physique du père, vu ses antécédents, les antécédents de Joseph qui sont présumés non résolus selon la DPJ. Donc la DPJ invoque devant la Chambre de la jeunesse que les parents sont inaptes à prendre soin du bébé, notamment en considération du passé de Joseph. Joseph est notamment étiqueté par des événements qui ont eu lieu il y a près de 20 ans.
C'est-à-dire qu'on lui reproche des comportements qui datent du temps où il était placé en famille d'accueil. Bien plus troublant, la DPJ trouve approprié que Joseph abandonne sa conjointe pour qu'elle puisse éventuellement obtenir la garde du bébé. En vérité, Madame, Monsieur, Joseph nous a confié qu'il est prêt à faire l'impossible pour prendre soin de son enfant. Joseph espérait vivement la venue de son nouveau-né avec beaucoup d'enthousiasme et il était déterminé à jouer son rôle de père. Bien plus, Joseph était fortement motivé par une volonté très particulière, c'est-à-dire que Joseph ne voulait pas que son enfant vive une vie pareille à la sienne, c'est-à-dire aux prises avec la DPJ et placé en famille d'accueil. Ce jeune homme nous a confié qu'il n'arrête pas de pleurer depuis l'intervention de la DPJ. Quelques jours plus tard, après l'intervention, Joseph a reçu son jugement provisoire de la Chambre de la jeunesse qui ordonne le placement du bébé en famille d'accueil. La nuit qui a suivi la réception de son jugement, Joseph nous a dit qu'il avait visionné la série Magistrature et dictature et que ce visionnement lui a donné une lueur d'espoir, que sinon il serait peut-être pas là aujourd'hui. Maintenant, Madame, Monsieur, n'est-il pas évident aux yeux de tous que le traitement infligé à Joseph et sa conjointe donne la chair de poule? Au minimum, il s'agit manifestement d'un traitement qui est dégradant. Selon notre opinion, une personne raisonnable pourrait également conclure que l'acte administratif qui a été commis contre Joseph et sa conjointe est également cruel. Est-ce inhumain? Rendu là, je vais vous laisser en juger. Mais a priori, cette mesure de détention provisoire est en apparence déraisonnable puisqu'elle est fondée sur une simple hypothèse et des faits qui remontent à plusieurs années. Par ailleurs, dans le contexte, bien entendu, on ne peut pas juger du caractère arbitraire de la mesure, à savoir si elle est bien fondée ou si elle est excessive. Les prescriptions de la loi québécoise ne nous le permettent pas. Et je le précise, on ne peut pas juger du caractère excessif, bien fondé ou arbitraire, parce que la loi québécoise ne nous le permet pas. Ce qui est certain, c'est que la détention soit arbitraire ou non, que ça soit arbitraire ou que ça ne le soit pas, c'est un acte administratif qui est parfaitement légal au Québec, puisque le législateur l'a prescrite dans sa loi provinciale sur la protection de la jeunesse. En somme, cet acte de détention provisoire de l'enfant est à la discrétion du DPJ et du juge de la Chambre de la jeunesse. Donc, c'est une décision administrative qui est entérinée, si vous voulez, par la Chambre de la jeunesse à la discrétion de l'intervenante et du juge. Et il n'y a rien dans la loi qui précise quoi que ce soit qui peut empêcher ça en ce moment. Ceci nous amène à notre étude du caractère arbitraire de la détention provisoire. En ce moment même, la détention provisoire est un sujet chaud au Québec, puisqu'on l'a vu, il y a une enquête qui est en cours avec la détention provisoire de M. Mamadi Farah Camara. Légalement, la détention provisoire n'est pas seulement un acte administratif qui peut être pris par les policiers. La détention provisoire est un pouvoir discrétionnaire qui appartient également à une autre catégorie de personnes et ce sont les intervenantes de la DPJ qui ont ce pouvoir de faire une détention provisoire. Le cas de détention provisoire d'enfants sont initiés avec le concours de la police, bien entendu.
Et à cet égard, j'aimerais qu'on réécoute encore une fois le témoignage que nous avons eu d'une jeune femme directement à l'hôpital. À partir de ce qui s'est passé à l'hôpital. Il y a une intervenante de la DPJ qui est rentrée dans l'hôpital, qui est rentrée dans ma chambre pour me dire qu'il fallait qu'on parle de laisser le bébé à une infirmière. C'est là que l'intervenante m'a dit « Bon, c'est ça, un beau bébé, comment ça s'est passé? » J'ai dit « Ben, ça a bien été. » Fait que là, elle me dit « Tu sais qu'est-ce qui va se passer? » Fait que moi, à partir de là, je me suis levée. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai repris mon bébé. Fait que à partir de là, ben, je restais avec la police dans la chambre. La travailleuse sociale était à l'entrée de la maternité. Avec la sécurité de l'hôpital. En attendant que mon conjoint arrive. Quand mon conjoint est arrivé, il n'a pas pu rentrer sur l'étage de la maternité. La sécurité l'a arrêté. La travailleuse sociale a dit à mon conjoint de me convaincre de donner le bébé et qu'on allait jaser. Fait que là, finalement, il a fini par me dire « Donne le bébé, on va jaser avec elle, puis peut-être qu'on va pouvoir repartir avec. » Fait qu'on s'est fait mettre dehors par la police et la sécurité de l'hôpital. Sans avoir jasé. OK. Regardons maintenant, on vient de regarder une partie du droit international. Revenons au droit québécois. L'article 46 de la Loi sur la protection de la jeunesse autorise la DPJ à priver l'enfant de sa liberté. Donc, en 1977, quand tout ça a débuté, la loi prévoyait que la mesure d'urgence pouvait se faire pour au plus 24 heures sans ordonnance du tribunal. Depuis 2006, cette mesure d'urgence passe à 48 heures et s'appelle maintenant la mesure de protection immédiate. Après qu'un signalement est retenu, mais avant même d'évaluer sérieusement si la sécurité d'un enfant est compromise, et je le répète, avant même d'avoir évalué sérieusement la compromission, l'intervenante peut effectuer une détention provisoire de 48 heures, le fameux code 1. Si la mesure est prise un jeudi ou un vendredi, ce qui est souvent le cas, l'enfant sera détenu pour un 48 heures supplémentaire durant toute la fin de semaine qui suit la mesure de détention. La loi québécoise prévoit que l'intervenante peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour retirer immédiatement l'enfant de sa famille, placer l'enfant dans un centre de réadaptation ou une famille d'accueil, ou le confier à toute autre personne de son choix. L'intervenante peut interdire les contacts entre l'enfant et ses parents et appliquer toute autre mesure qu'elle estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. La jurisprudence a établi une norme juridique pour mettre la mesure d'urgence en application. L'intervenante devrait être en mesure de démontrer 3 critères de la jurisprudence qui sont réunis. Premièrement, la nécessité d'agir immédiatement. Deuxièmement, l'urgence du contexte. Et troisièmement, le caractère dangereux quant à la sécurité de l'enfant. Revenons maintenant à notre formulaire numéro 2. Donc, on a demandé aux parents de nous donner sur une échelle de 1 à 5 par rapport au contexte dangereux. Est-ce qu'il y avait vraiment un danger immédiat qui nécessitait une mesure immédiate? Donc, les parents ont répondu à 71% non. Parce qu'après ça, il y a une prolongation de 5 jours de la mesure d'urgence. Les parents et l'enfant peuvent s'y opposer. Toutefois, le directeur peut forcer les parents à la prolongation de 5 jours. Mais à ce moment-là, l'intervenant devra recevoir une autorisation du tribunal. L'enfant et les parents doivent être normalement consultés et pleinement informés de leurs droits lorsqu'il est possible de le faire. Donc, on a posé la question aux parents, est-ce qu'ils ont été consultés avant la prolongation et est-ce qu'ils ont été pleinement informés de leurs droits? Donc, la majorité des personnes, 90%, ont répondu que non. Donc, 90% des personnes disent ne pas avoir été informées de leurs droits.
Et si je reviens un petit peu avant à notre article numéro 16, en tout lieu et en tout temps, les personnes ont une personnalité juridique, donc ils ont des droits. Ils ont le droit d'être informés. C'est la loi de la DPJ, c'est l'article 5 de la DPJ. Les personnes ont le droit d'être informées. Les données sur le nombre de mesures d'urgence ne sont pas publiées, comme je le disais, dans les bilans de la DPJ, ni dans les rapports statistiques AS 480 du ministère que nous avons consultés. Pour l'instant, en ce qui concerne les articles 46 à 48, le manuel de référence sur la protection de la jeunesse précise à la page 434 dans le protocole sur le traitement des signalements que le code 1, comme je vous disais, est une intervention immédiate et c'est ce qu'on dit également dans l'article de Radio-Canada. Maintenant, sur le site Internet du Centre de santé universitaire de la Mauricie, qui fait d'ailleurs l'objet de cet article de Radio-Canada, on trouve que sur 3266 signalements retenus, il y avait 344 signalements cotés code 1. Ça veut dire que 10,5% des signalements retenus demandaient une mesure d'urgence. Partant de ce fait, en 2018-2019, il y a eu 41 530 signalements retenus sur 106 000, soit 40%, et en 2019-2020, au Québec, il y a eu 43 549 signalements retenus, c'est-à dire 36% de 118 316 signalements. Si j'applique le taux de signalement retenu au Code 1 en Mauricie pour l'ensemble du Québec, donc on a trouvé qu'en Mauricie, c'était 10,5% des signalements retenus qui étaient cotés Code 1. Si on applique ce pourcentage sur les 43 549 signalements en 2020, 4 400 enfants, peut-être, disons 3 000, 3 500, qui sont victimes de des mesures de détention provisoire. Dans notre formulaire numéro 2, les parents nous disent que dans 70% des cas, cette intervention-là n'était pas justifiée puisqu'il ne s'agissait pas d'un danger immédiat. Donc, si ces mesures immédiates sont totalement injustifiées et qu'il y aurait, disons, seulement 3 000 enfants par année victimes d'une détention provisoire arbitraire au Québec, il est maintenant facile de faire un calcul sur une génération de 25 ans d'enfants de DPJ. Ça fait 75 000 victimes qui circulent dans notre société, une société solennellement engagée à ne commettre aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. Bien entendu, ce ne sont que des chiffres, ce ne sont que des estimations. Nous ne possédons pas pour l'instant tous les chiffres nationaux sur le nombre de mesures de protection immédiate. On ne sait pas non plus si la DPJ va vouloir nous fournir ces chiffres, mais avec les données de la DPJ Mauricie que nous avons pris sur la page du CI3S de la Mauricie, si on applique ça à la grandeur du Québec, ça veut dire que sur une vingtaine d'années, il y aurait 75 000 personnes qui se promènent dans nos rues qui auraient été victimes d'une mesure de détention provisoire au Québec. Retournons maintenant à l'étude du droit international. Selon l'article 17 du Pacte, nul ne sera l'objet d'intervention arbitraire dans sa vie privée, dans sa famille et à son domicile. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles interventions. Et je le répète, au Québec, il n'existe aucune protection d'aucune loi contre les interventions de détention provisoire de la DPJ. Alors, le pacte sur les droits civils est-il correctement respecté au Québec? Avec la loi sur la protection de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, n'importe quel parent peut faire l'objet d'interventions arbitraires dans sa vie privée, sa famille et son domicile, puisque la chose est parfaitement légale et l'intervenante n'a même pas besoin d'avoir un mandat d'un juge
contrairement à un policier. L'intervenante peut tout simplement faire appel au greffier de la cour. La fin de semaine, l'intervenante n'a même pas besoin de demander à personne. Selon l'article 9 du pacte, tout individu a droit à la liberté et nul ne peut faire l'objet d'une détention arbitraire. Je le répète. Tout individu a droit à la liberté et nul ne peut faire l'objet d'une détention arbitraire. Quiconque se trouve privé de sa liberté par détention a le droit d'introduire un recours pour qu'un juge ordonne immédiatement sa libération si la détention est arbitraire ou illégale. Donc, on vient de nous dire dans le formulaire numéro 2 que 70% des mesures immédiates seraient arbitraires, puisqu'ils ne respectent pas la norme juridique qui a été établie par la jurisprudence. Et c'est pour ça que dans les formulaires, on pose des questions à savoir si les normes juridiques de la jurisprudence sont respectées. Donc, dans les faits, la norme juridique permettant la mesure d'urgence n'est jamais débattue devant la Chambre de la jeunesse, ni ailleurs. Pourtant, 70% de nos répondants affirment que cette norme juridique serait bafouée. La DPJ n'a aucune obligation d'aviser les policiers des actes présumés criminels pour lesquels la DPJ prétend que l'enfant puisse être victime dans sa mesure de détention provisoire. De la même manière, la DPJ n'a pas d'obligation de communiquer sa preuve à la police, si elle existe. En somme, la DPJ n'a pas à démontrer une véritable nécessité d'agir immédiatement, en plus de l'urgence du contexte et également son caractère dangereux quant à la sécurité de l'enfant. Elle n'a pas à démontrer ça à personne, sauf si la DPJ est poursuivie en justice par quelqu'un. En vérité, ni la police, ni même le procureur général du Québec n'ont le pouvoir de s'opposer, ni même de s'ingérer dans ce rôle discrétionnaire des intervenantes de la DPJ. Il s'agit donc d'un pouvoir absolu de faire une détention provisoire à son bon vouloir. Dans le cas où une plainte criminelle serait déposée contre l'intervenante, encore faudra-t-il que la division des crimes majeurs réussisse à obtenir un mandat d'un juge pour enquêter. Mais selon nos informations, madame, monsieur, qui nous proviennent d'un enquêteur, les enquêteurs qui n'ont pas de mandat valide ne réussissent jamais à parler aux intervenantes de la DPJ puisqu'ils sont automatiquement dirigés vers le contentieux, c'est-à-dire vers les avocats. Et les avocats de la famille, les avocats des parents, les avocats des enfants n'ont pas non plus le droit de parler avec les intervenantes de la DPJ. Ils doivent s'adresser au contentieux des avocats de la DPJ. Et cherchez-moi le juge au Québec qui donne des mandats à la division des crimes majeurs pour enquêter sur les intervenantes de la DPJ. Donc, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Bref, ni la police ni le procureur général n'ont le droit de s'opposer à la détention provisoire des enfants au Québec. Personne, ni la police, ni le procureur général ne peuvent s'opposer à la détention provisoire des enfants au Québec, dans notre société de droit. Attendu cet état des choses, un futur directeur provincial tel que proposé par Mme Régine Laurent ne changera absolument rien à cette situation déplorable de pouvoir discrétionnaire absolu. Force est d'admettre qu'une meilleure coordination ne peut être qu'une bonne chose vu la situation d'indépendance des CI3S dans les 17 régions administratives du Québec. Mais le directeur provincial n'aura qu'un pouvoir général comme un pouvoir ministériel. En fait, ce sera un sous-ministre
parce qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Et si la loi n'est pas modifiée, ce pouvoir discrétionnaire-là, il continue de s'exercer et il n'y a pas de balise. Les articles 46 à 48.1 de la section sur les mesures de protection immédiate restent extrêmement larges et sans balise stricte. Le tout est jugé au bon vouloir de l'intervenante à l'orientation des mesures, et nous l'avons vu la semaine dernière, elle peut n'avoir que 20 ans et même pas membre d'un ordre professionnel. Donc la loi ne fait aucune distinction entre un acte criminel grave commis à l'endroit de l'enfant ou un cas quelconque où les parents ne sont peut-être même pas mis en cause ni responsables, ou encore le simple risque de négligence qui peut être maintenant invoqué depuis 2007. Que la détention provisoire soit un acte très grave et que la détention arbitraire soit condamnable par le pacte international, ni les parents ni personne au Québec ne possèdent aucun droit de s'opposer à une mesure immédiate que la DPJ peut appliquer à son bon vouloir, sans mandat. Et ce, même pas le ministre de la Justice du Québec ni le premier ministre du Québec. Selon l'article 47, la loi prévoit que lorsque c'est possible de le faire, l'intervenante doit privilégier des moyens alternatifs et permettre aux parents et à l'enfant de participer activement à la prise de décision sur le choix des mesures qui les concernent, notamment par une entente provisoire. Dans notre formulaire numéro 2, on a aussi posé une question qui concerne cette chose. Donc, étant donné que la DPJ doit maintenir l'enfant dans son milieu familial, l'intervenante peut privilégier d'autres moyens permettant à l'enfant et à ses parents de participer activement à la mesure et à la prise de décision, au choix des mesures qui les concernent. 43% des gens qui disent que l'intervenante a pris la mesure à son bon vouloir sans proposer d'autres moyens. 18% des répondants ont dit que la mesure a été prise par surprise. 23% ont dit que la mesure d'urgence aurait manifestement pu être évitée. Donc, c'est un petit tableau qui résulte de notre question qui est posée sur les mesures d'urgence à la DPJ à partir de nos formulaires. Donc, la question de la détention provisoire illustre bien, madame, monsieur, illustre concrètement l'utilité et la pertinence de nos formulaires 1 à 5 qui ont été conçus à partir des normes juridiques pour démontrer que certaines normes ne sont pas respectées et bien plus que le pacte international signé par le Québec est lui-même bafoué par la DPJ. Et qu'en ce moment, le Québec n'a aucun moyen d'y remédier. Personne n'a aucun moyen de remédier au fait que le pacte international des droits civils des citoyens est bafoué par la DPJ, par la prise de détention provisoire d'enfants au Québec. Maintenant, nous tenons à souligner que votre participation reste cruciale pour aller plus loin dans de tels dossiers, et qu'il est important pour les parents de remplir nos formulaires 1 à 5 pour qu'on puisse travailler dans votre intérêt. Quand on regarde les faits qu'on a exposés ce soir, objectivement, dans la situation de cette jeune femme qu'on a entendue, du jeune homme qui nous a rempli le formulaire numéro 2, c'est quand même grave, c'est inquiétant, c'est des gestes qui sont des actes administratifs, OK, qui sont légaux, parfaitement légaux. Mais, je veux dire, on a un problème de sécurité juridique puisque les parents n'ont aucun moyen de défense. Et quand j'entendais ce jeune homme, j'avais le goût de pleurer avec lui au téléphone quand il m'a raconté son histoire après avoir rempli le formulaire. Écoutez, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas que son enfant se retrouve dans une situation horrible que lui a vécue dans sa jeunesse.
et c'est tout à fait louable. Bon, peut-être qu'il a commis quelques erreurs quand il était jeune, mais je veux dire, ça reste une hypothèse. Est-ce qu'il va battre son bébé? En tout cas, a priori, il semble pas que ce soit son intention. Alors, madame, monsieur, la détention provisoire, c'est un gros morceau, c'est terrible, c'est grave. Et le Québec s'est engagé à respecter ces articles. Maintenant, le Québec n'a pas les moyens d'empêcher des détentions provisoires illégales ou arbitraires, parce que sa loi ne lui donne pas les moyens de le faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour vos remerciements. Et je vous attends la semaine prochaine, à la même heure, à 19h, heure de l'Est. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et on va continuer à s'intéresser à cette fameuse loi et aussi à nos droits civils. Alors, madame, monsieur, une belle semaine ensoleillée. Au plaisir.